C'est lancé. Donc après, si les questions sont boiteuses, excuse-moi, mais je te dis, j'ai fait ça dans le train le matin. T'as pas de souci. Alors, monsieur Franck Joktan, je vous remercie. Putain, le micro. Alors, je vous remercie. Je sais que votre temps est très précieux, mais merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Alors, d'ores et déjà, je vous poserai la première question qui me vient comme ça à l'esprit. Quel est votre rituel quotidien? Mon rituel quotidien. Ouais. Ben, chaque matin à 4h45, je me réveille. D'accord. Et je prie. Ok. Je prie, c'est-à-dire je fais partie d'un groupe de prière D'accord. où tous les matins à 5h40, moi je me réveille à 5h45, mais je commence à prier à 5h. Donc il y a un transfert de ce qu'on appelle les intercesseurs. Donc c'est mon temps de prier de 5h à 6h. D'accord. Et donc je prie, et ce sont des Américains, c'est pas un groupe américain, et donc j'écoute attentivement les doléances de ces hommes et de ces femmes, et je prie pour eux pendant 1 heure. Donc en moyenne, je peux avoir 5-10 personnes qui appellent, et je prie avec eux, et puis voilà, que Dieu se manifeste en leur vie. Donc c'est ça. Après ça, ben, je travaille. Si je ne travaille pas, je suis chez moi, je fais la grasse matinée. Et puis après, je fais beaucoup de sport. Donc je cours, je fais beaucoup de cardio, etc. Et après, je vais aussi à la gym. Parce que je crois fermement que je dois être bien non seulement dans ma tête, mais je dois être bien aussi dans mon corps. Okay. Et donc, c'est-à-dire mon esprit et mon corps sont aussi importants pour moi. Donc, voilà. Et puis, je lis beaucoup. Et puis, l'un de mes premiers réflexes aussi le matin quand je me réveille, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qui dit quoi, et puis voilà. Donc, j'ai des amis que je suis, tels que Laurence Don, Stéphane Zeng, et puis il y a d'autres, Jonas Onana de temps en temps. Et puis d'autres personnes que je suis pour essayer de voir exactement ce qui se passe au Gabon. Et puis, je commence à réfléchir de quelle est la voix que Franck Joktan peut apporter à ce qui se passe aussi au Gabon. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et puis, je pense à mes parents. Donc, quand c'est très fort, je les appelle. Et puis, on discute. D'accord. Alors, le but de cette interview, c'est pas de commenter vos réponses. C'est simplement vous poser des questions et puis de vous laisser donc, donner vos impressions et ce que vous pensez donc, des questions que je vous pose. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, quels sont les idéaux que vous défendez et pourquoi? Les idéaux que je défends. Les 3 idéaux, c'est d'abord la vie, parce que je pense que la vie est sacrée. Je pense que tout homme a le droit à la vie, que personne n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à la vie d'un autre. On a tous le droit de jouir de la vie, la liberté et bien sûr la poursuite du bonheur. Je pense que ces 3 choses pour moi sont les idéaux qui sont très 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 importants pour moi. C'est-à-dire que pour moi, tout homme doit avoir la vie, donc sa vie est sacrée, donc par conséquent, même s'il a tort ou il a fait des mauvaises choses, on doit le traiter avec dignité. Tant que l'homme a la vie, on doit le traiter avec du respect et la dignité. C'est-à-dire que même le malfaiteur, on peut attraper quelqu'un qui a fait du mal, le juger tout en préservant sa dignité. Et la justice sera faite. Je ne suis pas pour qu'on brutalise les gens, que l'on méprise les gens, qu'on humilie les gens. Pourquoi? Parce que pour moi, la vie est sacrée. Aucun homme ne donne la vie. Okay? Pour moi, la vie trouve son origine en Dieu. Et donc, par conséquent, on se doit de respecter la vie. Et je vous ferai une confession aussi. C'est que si aujourd'hui on arrivait à mettre la main sur Ali Bongo, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit le maltraiter, qu'on doit lui tirer les cheveux, qu'on doit lui cracher dessus, qu'on doit le gifler, qu'on doit le traîner par terre. Non, pas parce qu'il a été chef d'État, mais parce que c'est un leader. Moi, je pense qu'on va lui montrer comment il aurait dû nous traiter, nous les Gabonais. Donc, on va lui donner une vraie justice, on va lui donner la possibilité de s'exprimer, on va lui donner la possibilité, c'est-à-dire on va le juger, et à la fin de la journée, nous allons décider, nous les Gabonais, quelle sera sa sentence. Mais ce sera quelque chose de digne, quelque chose dont on sera fier. Et ce n'est pas dans le but de la rétribution ou de l'humilier, mais c'est dans le but de réparer les torts qu'il a fait. C'était juste une parenthèse. Et puis, l'autre chose, c'est, donc comme je disais, la liberté. Je pense que l'homme a la possibilité d'être créatif quand il est libre.
Voilà. Et je pense que l'une des raisons qu'aux États-Unis, il y a l'entrepreneuriat fleuri, c'est parce que les gens sont libres de penser, de faire les choses de manière différente. Et donc, ça permet au génie, le génie intellectuel des individus de se manifester. Donc, la liberté, pour moi, dans une nation ou dans un pays, c'est très important. Et puis, troisièmement, la poursuite du bonheur, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens de rêver. Et je pense que c'est le rôle de l'État de créer un environnement pour sa population, pour que son peuple puisse rêver. Parce que quand son peuple rêve, il crée. Et quand il crée, cela peut générer aussi des richesses. Et à long terme, ça peut être bon pour nous tous. D'accord. Alors, que pourriez-vous répondre à ceux qui pensent que vous êtes simplement un idéaliste? C'est une question que j'ai souvent entendue. Les gens me disent souvent que je suis idéaliste. Mais je pense que c'est parce que je suis idéaliste que justement je me tiens debout et je parle aux foules. Parce que je pense qu'il faut permettre aux hommes de rêver. Il faut permettre aux hommes de voir beaucoup plus loin que les réalités qu'ils sont en train de voir tous les jours. Moi, je pense sincèrement qu'au lieu qu'on se pose la question de savoir pourquoi, je pense qu'on devrait plutôt poser la question de savoir pourquoi pas. C'est-à-dire que bon, le Gabon est comme il est, au lieu de dire on va encore faire comment, pourquoi ne dirons-nous pas, ok, il y a un tort et pourquoi on ne le changerait pas? C'est-à-dire pourquoi ne rêvons-nous pas d'avoir une meilleure société, d'avoir un meilleur environnement? Et moi, je pense que les gens qui changent le monde sont des rêveurs. Martin Luther King était un rêveur. Comment il s'appelle John F. Kennedy. John Kennedy, par exemple, le président américain, avait dit qu'en 60, qu'à la fin de cette décennie, qu'il mettra un homme dans la Lune. Quand il l'a dit, les gens ont dit c'est pas possible, il est en train de raconter sa vie. Comment un homme va marcher sur la Lune? Mais quand bien même il est mort, on s'est rendu compte qu'en 1909, quelqu'un a marché sur la Lune. Donc il a dit quelque chose qui à l'époque ne paraissait pas plausible ou réel. C'est un idéaliste, mais on voit très bien que c'est devenu une réalité. Voilà. Okay. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je vous dis, le but, c'est moi, je vous écoute, ouais. Vous me donnez vos réponses et je pourrais rebondir effectivement sur certaines réponses, mais je ne vais pas le faire, ce n'est pas l'objectif. D'accord. Voilà. Mais oui, mais on me le dit souvent, on me dit Franck, tu es idéaliste. On me dit souvent, tu sais Franck, les Gabonais sont comme ils sont. Okay? Et beaucoup de gens disent que pour pouvoir réussir au Gabon, il faut être dur, il faut que les Gabonais te craignent. Tu vois, on m'a dit ça souvent, on m'a dit qu'au Gabon, c'est avec le bâton. C'est-à-dire que le Gabonais, il faut le frapper. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il ait peur de toi. Parce que s'il n'a pas peur de toi, il ne pourra jamais te respecter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je suis idéaliste. Moi, je pense qu'il faut que le Gabonais t'aime. C'est-à-dire qu'il faut que tu montres au Gabonais que tu veux son intérêt. Et quand il voit que tu es sincère et que tu veux son intérêt, même quand tu n'es pas là, il va œuvrer, il va faire les choses que tu veux faire parce qu'il t'aime. Tandis que s'il te craint, il ne fera que des choses que quand tu es là. Mais quand tu tournes le dos, il ne fera plus. Et donc, moi, je pense que je préfère des enfants qui se... Voilà, oui, je préfère des enfants qui se comportent bien quand je ne suis pas là et quand je suis là, que des enfants qui se comportent très bien quand je suis là, mais quand je ne suis pas là, ils vivent comme des petits gars. Donc, voilà. D'accord. Alors, le mot, le nom activiste devient au fil du temps péjoratif. Car plusieurs qui se revendiquent donc, de ce mouvement se laissent au fil des années corrompre par le système qu'ils disent combattre. À défaut de vous définir comme un activiste, comment vous définiriez-vous? Je suis un amoureux de la justice. J'aime les gens. Okay. Déjà à cause de ça, c'est mon côté, c'est pas le côté politique, c'est plutôt mon côté chrétien. J'ai été converti, j'avais 15-16 ans, donc assez jeune quand même. Et je ne sais pas pourquoi, mais très tôt, j'ai toujours voulu défendre celui qui est faible. Toujours. J'ai eu une enfance spectaculaire. Mes parents m'ont énormément aimé. Ils m'ont même protégé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis surpris de voir que le monde est aussi violent. Parce qu'ils ont tout fait pour me... vraiment dans un cocon. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait,
C'est maintenant que je sors de mon idéalisme, en fait. Que, en fait, le monde, il y a une partie du monde qui est brutale. Mais je pense que la vie d'un homme a un sens quand tu essayes de voir au-delà de toi-même. C'est-à-dire que pour moi, ma réussite ne se limite pas qu'à moi. Ma réussite se limite... ma réussite sera mesurée en fonction de qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. C'est-à-dire quels sont les actes que j'ai posés et qui ont permis à mes concitoyens ou bien aux gens qui m'entourent de vivre mieux. Si je réussis à faire ça, pour moi, j'ai réussi. Donc, je ne suis pas trop accroché au mot activiste en tant que tel. Je pense plutôt que je suis quelqu'un qui aime l'humanité. Je suis plutôt un humaniste. Je pense que je pense que l'amour de Dieu se manifeste quand on éprouve de la compassion pour son prochain. Donc moi, c'est plutôt ça qui me motive. Qui me motive. Qui vous définit. Et j'aimerais qu'il puisse me définir. Ouais. C'est difficile pour moi de me définir parce que si tu me permets de me définir, je vais me définir dans une bonne lumière. Donc c'est mieux de laisser les autres te définir. Donc, ou de laisser tes actions parler pour toi et les autres définissent qui tu es et qui tu n'es pas. Ok. J'ai écouté quelques-unes de vos interventions. Vous avez un discours radical et sans concession pour le système Bongo. À croire que pour vous, il n'y a pas de rédemption pour les coupables. Un tel positionnement n'est-il pas plus en phase avec l'idéologie de Malcolm X plutôt que Martin Luther King? Très bien. En fait, je suis... Bon, d'abord, l'idée de penser que Malcolm X et Martin Luther King étaient opposés, c'est faux. La vérité, c'est que les deux ont commencé de deux côtés différents. Mais à la fin de leur vie, Malcolm X et Martin Luther King étaient en train de converger. Malcolm X est devenu il était moins radical vers la fin de sa vie. Parce qu'il commençait à dire qu'il est prêt à travailler avec n'importe quelle personne. L'essentiel, c'est que la liberté de son peuple puisse être établie. Donc si tu étais blanc, jaune, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun travaille de son côté pour pouvoir établir la liberté parce que c'est ce que lui il voulait. Il était beaucoup plus pour ce qu'on appelle les droits humains que les droits civiques. Malcolm X pensait que les Noirs américains ou les Noirs dans le monde entier étaient maltraités, pas parce qu'ils étaient noirs, mais parce qu'ils n'étaient pas considérés comme étant des humains. Et donc pour lui, il fallait qu'on adresse ce problème-là. Parce que les Noirs sont des humains. Et parce qu'ils sont des humains, ils ont des droits humains. Et par conséquent, s'ils ont des droits humains, automatiquement, ils ont des droits civiques. Comme il aimait souvent le dire, l'Italien américain, on ne fait pas des lois spéciaux pour lui. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme humain. Donc automatiquement, il a des droits civiques. Parce qu'un humain a des droits civiques. Okay? Mais maintenant, nous, les Africains, ou les Afro-descendants, on ne nous respecte pas parce qu'on ne nous voit même pas en tant qu'humains. Et il ne faut pas oublier que dans la Constitution américaine, on considérait les Noirs comme étant un cinquième d'un homme. Okay? Donc il fallait 5 Noirs pour faire un homme. Okay? Donc très souvent, quand la Constitution américaine parle de nous, elle ne nous considérait pas comme étant des hommes. C'est aujourd'hui qu'elle essaie de corriger cela. Voilà. Maintenant, Dr. King, à la fin de sa vie aussi, il s'est rendu compte qu'il était en face d'un système qui était très violent. Et parce que le système était très violent, quand bien même il était quelqu'un qui était contre qui était pour la non-violence et contre la violence, il se radicalisait vers la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Martin Luther King disait qu'il allait réunir tous les pauvres des États-Unis et qu'ils allaient aller à Washington DC et qu'ils allaient bloquer le Congrès. Martin Luther King, oui, c'était loin de I Have a Dream, hein? C'était loin de J'ai fait le rêve. Il était, au moment où Martin Luther King a été assassiné, il voulait bloquer le gouvernement américain et il parlait de la redistribution des richesses. Parce que lui, il disait même que le capitalisme est un système qui profite des faibles et qui prend le nécessaire aux pauvres pour pouvoir donner le luxe aux riches.
C'était violent, ça. Dans les propos. Voilà. Et ça ressemblait un peu au Malcolm X tu vois, au début. Voilà. Donc, voilà. Mais maintenant, pour revenir à moi, la raison pour laquelle je me radicalise un peu dans mon langage aussi, c'est parce que beaucoup de Gabonais souffrent. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui ou à expliquer à une maman aujourd'hui à qui on a tué son fils, de lui dire que pardonne et puis on oublie. C'est trop facile. Parce que cet enfant qu'elle a perdu aurait pu être un enfant qui l'aurait accompagné dans ses vieux jours. Aujourd'hui, on a privé cette maman de cet enfant-là. Et quand on a tué son enfant, il y a des moments où elle ne voit même pas le corps. Donc elle ne sait pas dans quelles conditions son enfant est mort. Elle n'a pas eu la réconciliation. Elle n'est pas en paix parce qu'elle ne sait, parce qu'elle n'a pas vu, elle ne voit pas le corps. Donc elle ne sait même pas si l'enfant est vraiment mort. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne le voit plus. Mais elle ne sait pas dans quelles conditions. Et je pense honnêtement que c'est malhonnête de dire aux gens qu'on va vous pardonner et puis qu'on oublie. Non. On va vous pardonner, mais il faut qu'il y ait justice. C'est-à-dire il faut qu'il y ait rétribution. Maintenant, la rétribution, ce n'est pas moi qui vais la donner, ni la personne qui a perdu l'être cher. Mais j'ai foi qu'au Gabon, il y aura un système neutre qui pourra dire le droit, comme aux États-Unis et comme en France ou comme en Angleterre, un peu partout dans les grandes démocraties. Ces gens-là pourront dire le droit de telle manière que justice soit faite. C'est tout ce que je demande. Okay. Voilà. Alors justement, je voudrais revenir sur le Dr King. En quoi la vie de Dr King vous a-t-elle inspiré? La vie de Dr King m'a énormément inspiré. Et d'ailleurs, beaucoup de gens au Gabon, mes amis, ont tendance à vouloir me comparer à Martin Luther King. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que je suis le Martin Luther King gabonais. Donc, oui, il m'a beaucoup influencé dans ma pensée, dans ma manière de voir les choses. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas, comme j'ai dit, j'ai eu une enfance qui était... en quoi en fait il m'a influencé parce que d'abord, j'ai eu une enfance où mes parents, comme j'ai dit, m'ont énormément aimé. J'ai reçu énormément d'amour de mes parents et aujourd'hui, je suis conscient que je suis ce que je suis parce que mes parents ont investi en moi. Et j'ai aussi le sentiment que si d'autres Gabonais avaient le privilège que moi j'ai eu, ils seraient peut-être été beaucoup plus loin que là où moi je suis arrivé, tu vois. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'avec toutes les ressources que mes parents ont mises sur moi, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et je me suis limité là où je suis en ce moment-là. Et par conséquent, je veux pouvoir donner ce minimum-là, à mes compatriotes. Et en Martin Luther King, je vois quelqu'un qui a dévoué sa vie pour les autres. Martin Luther King aimait souvent dire que ce qui affecte l'un directement nous affecte tous indirectement. L'injustice, quelque part, est une menace de la justice partout. C'est-à-dire que nous sommes tous liés les uns les autres. Et ces concepts-là m'ont toujours plu. Et depuis petit, j'ai toujours été fasciné par les mots. Toujours. Ma mère me disait, et je peux me rappeler aussi que très tôt, elle m'achetait des livres, les livres d'enfants. Et elle me lisait mes livres. Elle me lisait les livres et tout. Je ne savais pas lire. Mais parce que j'avais écouté l'histoire tellement pendant longtemps que je je faisais comme si je lisais. Donc quand je voyais l'image, je pouvais te dire presque, c'est-à-dire littéralement ce qu'il y avait. Donc on pense que je lis, mais je ne lis pas. En fait, je me rappelais de ce que maman disait quand elle avait l'image. Et donc j'en vais voilà. Et donc, parce que j'ai toujours été fasciné par les mots. Et bien entendu, quand Martin Luther King parle, c'est beau. Donc je suis émerveillé par la manière dont il utilise les mots, dont il agence les mots, le ton, c'est-à-dire le ton, la cadence de ces mots, la persuasion de ces mots, etc. Et puis Martin Luther King, il est aussi comme moi, il n'est pas très grand. Okay. Il n'est pas très grand. Et quand j'étais plus petit, on m'appelait Frank Jordan le plus fort parce que je cognais tout le monde. À un tel point même que j'ai eu le prix de boxe. Mais plus que les gens grandissaient vite, et moi je suis resté toujours petit, à un moment donné, la force physique n'était plus là. Et donc il fallait que je trouve le moyen de pouvoir m'imposer. Et j'ai trouvé le moyen de m'imposer, c'était les mots.
c'est-à-dire donc d'être éloquent, de pouvoir parler avec, tu vois, de parler avec autorité, de parler avec force. Et même si je suis petit, quand je parle, je t'impose le respect. C'est-à-dire tu me regardes, tu dis, ok, d'accord, ce type-là, quand même, il sait de quoi il parle, tu vois. Donc c'est tous ces attributs-là qui m'ont plu chez Martin Luther King. Et puis Martin Luther King est un chrétien. C'est un chrétien, c'est-à-dire qu'il a injecté beaucoup d'images bibliques, il y a beaucoup de spiritualité dans son combat. Voilà, il ne se limitait pas seulement de vouloir la liberté pour son peuple, mais en même temps, il y avait un message de rédemption, il y avait un message de pardon, de réconciliation, il y avait un message comme quoi les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, nous ne les confrontons pas seuls. Il y a un Dieu dans les cieux qui regarde en bas et qui est intéressé aux affaires des hommes. Il est intéressé à chacun de nous. Et il veut intervenir dans les affaires des hommes. Mais c'est à nous de nous positionner de telle manière qu'il nous utilise pour améliorer la vie des hommes et des femmes et améliorer notre propre vie. Donc tout cela m'a énormément attiré chez Martin Luther King. D'accord. Il me reste 4 questions. Alors, en attendant l'effondrement du système Bongo 1 et 2, quelles sont les actions concrètes, j'entends donc par actions concrètes, les actions sociales, que les activistes des États-Unis particulièrement posent en faveur des Gabonais en situation de précarité, aussi bien à Libreville ou en Provence? Bon, les Gabonais investissent. Les Gabonais, aujourd'hui, d'ailleurs, pas plus tard que hier, j'ai envoyé, c'est pas grand chose, j'ai envoyé $100 quelque part. Je ne peux pas dire ici exactement pourquoi. D'accord. Ok? Parce qu'au Gabon, déjà, ils soupçonnent qu'il y a des activistes qui envoient de l'argent et c'est pour ça qu'il y a des mouvements sur le terrain au Gabon. Okay? Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus? Bien sûr qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. Mais penser que les activistes vont faire ce que l'État aurait dû faire pour ces populations, c'est une hérésie. Okay? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de budget de l'État pour pouvoir apporter de l'eau, par exemple, à nos populations. Mais ce que l'on fait à nos petits niveaux, c'est-à-dire qu'on essaie, par exemple, de collecter des livres, que l'on envoie et faire des bibliothèques, par exemple, à Port-Gentil. Ok, il y a des Gabonais que je connais qui font ça, il y a des Gabonais qui sont activistes, qui au début de l'année scolaire, ils essayent de faire des petits trousseaux pour les enfants pour aller à l'école. C'est petit, c'est pas grand-chose, c'est pas vraiment à l'échelle que j'aurais voulu, mais c'est parce que l'activisme, il n'y a pas de milliardaires activistes parmi nous déjà. Et puis, voilà. Mais moi je pense que ce qui compte, c'est de poser un acte. Et je pense que de manière concrète, on donne des rêves aux Gabonais. C'est-à-dire que ce que l'on dit, ce que l'on fait, beaucoup de gens viennent derrière et me disent oh, merci beaucoup de parler, c'est-à-dire ça va donner l'espoir. Je sais que mon pays un jour peut changer. Est-ce qu'on peut faire plus financièrement? Oui, bien sûr qu'on peut faire plus. Je pense que c'est l'un des côtés où je pense qu'on devrait faire définitivement mieux. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais bon. Il y a des exemples comme ça, mais c'est des exemples qui sont individuels. Tu vois, je pense qu'en tant que groupe, on n'a pas encore réussi à créer ou à faire des projets forts. Mais je sais que, par exemple, il y a des familles qu'on assiste pour les enquêtes. Par exemple, les mères qui ont perdu leurs enfants, etc. On les encourage à parler. Donc on essaye de les soutenir financièrement, pour les avocats, par exemple, de certaines personnes qui sont en difficulté parce que, par exemple, ils ont tapé les casseroles, les a trouvés dans la rue, on les a arrêtés. Donc on essaye, mais j'avoue quand même que c'est timide. On continue. D'accord. Politique et intégrité. Est-ce que selon vous, ce sont deux concepts compatibles? Ben, écoutez, beaucoup de gens disent que la politique, c'est l'art de mentir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que justement, c'est là où nous avons des problèmes. C'est parce que le politicien, quand il regarde le peuple, il devrait pouvoir lui dire que ce qu'il dit, c'est ce qui est. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie conversation entre le peuple et ses politiciens. C'est-à-dire que quand le pays ne va pas bien, on devrait dire au peuple que le pays ne va pas bien. Et le pays ne va pas bien à cause de X, Y, Z. Et que si on veut que le pays aille mieux, voilà les sacrifices que nous devons faire.
Et donc, ils vont vers le peuple, et c'est le peuple qui décide que bon, ce sacrifice-là, on est d'accord, ce sacrifice, ou bien on va sacrifier la route, et on va se focaliser sur la santé, et il y a un débat. Donc moi, je pense que oui, pour que l'on puisse avoir un système qui puisse être fiable, il nous faut des hommes et des femmes intègres. Parce que à chaque fois qu'il y a le mensonge quelque part qui règne, il y a les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, des crimes vont être commis. Okay. Avant-dernière question, comment alliez-vous votre vie privée et votre vie publique? Ma vie privée, je me suis brûlé plusieurs fois, ou j'ai été brûlé plusieurs fois en exposant un tout petit peu de ma vie privée. Donc je me suis promis que ma vie privée n'a rien à voir avec ma vie publique. Par conséquent, j'essaie de plus en plus de garder comme un jardin secret ma vie privée. Ma vie privée, c'est pour mes amis et c'est pour celles avec qui je veux partager ma vie privée. Mais je ne pense pas que ma vie privée est à exposer au reste du monde. Maintenant, si on me pose des questions bien spécifiques, je suis prêt à répondre. Mais je n'inviterai jamais le public à rentrer dans mon intimité ou à rentrer dans ma chambre, par exemple. Non, je pense que ça ne regarde pas parce que le peuple lui-même ne m'invite pas dans leur chambre. Donc par conséquent, je n'inviterai pas le peuple dans la mienne. D'accord. Alors pour finir, quel est votre message pour la jeunesse gabonaise? Le message pour la jeunesse gabonaise, c'est que le Gabon de demain lui appartient. Et que quand bien même l'oppression est forte, quand bien même tous les signes montrent qu'on a du mal à se libérer, la vérité c'est que on va et on doit se libérer. Et que la jeunesse gabonaise a le pouvoir de se libérer. Parce que Martin Luther, quand on parle de Martin Luther King, à l'époque, quand il a fait ses exploits, il y avait un président qu'on appelait LBJ, président Johnson. Il avait une position d'autorité. Mais Martin Luther King avait une position de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de galvaniser des foules et de mettre la pression où la pression est. La vérité, c'est que les gouvernants ne sont puissants parce que les gens qu'ils gouvernent leur donnent ce pouvoir-là. Le jour où on retire le pouvoir des gouvernants, les gouvernants n'ont pas de pouvoir. Et voilà pourquoi il est important à cette jeunesse gabonaise d'être unie et de chercher à se cultiver. Maintenant, je sais que notre système éducatif ne marche pas, mais heureusement, on a les réseaux sociaux, on a l'Internet. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut, il peut s'auto-éduquer juste en allant dans l'Internet, en regardant c'est-à-dire, il peut même prendre des cours, il peut même prendre des livres. Il y a des livres qui ne sont pas payants dans l'Internet et tout. Donc, si réellement il veut et il y a un sujet qui l'intéresse, il peut se focaliser dessus. Et si son pays ne lui donne pas l'éducation dont il a besoin, il peut lui-même s'apprendre et il doit se discipliner. La deuxième chose aussi que je dirais, c'est qu'il faudrait que notre jeunesse arrête les raccourcis. Le fait de penser que l'on peut devenir riche du jour au lendemain, comme ça, c'est très 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 dangereux. Et que les richesses viennent, les richesses que l'on puisse se jouir, sont des richesses que l'on obtient par le temps, c'est-à-dire par le travail, un travail bien fait. Et donc j'encouragerai la jeunesse à être méticuleux, j'encouragerai la jeunesse à bannir de leur cœur tout ce qui est négatif et surtout de tout faire pour être unis et essayer de voir, d'éviter de se focaliser sur sa personne, mais de plutôt voir le bien de la communauté. Parce que lorsque la communauté est élevée, puisque tu fais partie de la communauté, donc je parle de la jeunesse, toi aussi tu es élevé. Donc chercher à se lever au détriment des autres nous amène à nous réduire en fait. Donc c'est ensemble que nous allons réussir et nous devons réaliser que nous sommes plus nombreux que les gens qui nous oppressent. Et que même s'ils peuvent faire du mal à certains, ils ne peuvent pas faire du mal à tous. Ils ne peuvent pas faire du mal à tous. Il n'y a pas assez de prisons au Gabon pour enfermer toute la jeunesse gabonaise. Il n'y a pas assez d'armes au Gabon pour tuer toute la jeunesse gabonaise. Mais il faut que l'on soit unis. Il ne faudrait pas qu'il y ait des voix discordantes. Il faut que l'on sache exactement ce que l'on veut. Ce que l'on veut pour nous-mêmes et ce que l'on veut léguer à nos enfants qui n'existent même pas encore. Quel genre de Gabon on veut? On a tellement manqué de choses dans notre pays.
en tant qu'enfants, en tant que jeunes? Est-ce que nous voulons aussi que les enfants que nous amenons dans le monde puissent manquer les mêmes choses? Nous voulons mieux pour eux. Et je pense que chaque génération qui ne se bat pas pour améliorer la vie de ses enfants par rapport à la sienne, c'est une génération qui a échoué. Voilà ce que je dirais donc aux jeunes du Gabon. Battez-vous pour offrir mieux aux enfants qui viennent après vous, aux enfants à qui vous avez donné naissance. On doit leur léguer un meilleur Gabon. Et pour léguer un meilleur Gabon, c'est que nous-mêmes, on doit poser certains actes pour que ce Gabon soit meilleur. Nous devons faire du Gabon un meilleur Gabon que nos parents nous ont légué. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le Gabon de nos parents était beaucoup mieux que le Gabon d'aujourd'hui. Voilà. Monsieur Franck Joktan, je vous remercie. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai beaucoup apprécié comment dire ça? J'ai apprécié l'exercice. D'accord, tant mieux. C'est tant mieux. Je me suis bien défendu quand même. Ouais.